Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Septi, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Diptyque. Depuis Casablanca, Diptyque explore l'art contemporain d'Afrique, du monde arabe et de leur diaspora, à travers une revue trimestrielle, une édition digitale, une newsletter hebdomadaire et un compte Instagram qui prend au quotidien le pouls des scènes artistiques du Sud. Autour de moi, une équipe d'auteurs, de critiques et de journalistes parcourt les foires, les ateliers, les musées, les biennales, les résidences. De Dakar à Marrakech, de Londres à Dubaï, de Lagos à Venise, ils rapportent des histoires multiples, sensibles et connectées. Avec le podcast Diptyque, nous prenons le temps d'écouter les personnalités, artistes, curateurs, collectionneurs, galeristes ou penseurs qui animent ces scènes artistiques. Ensemble, nous parlons bien sûr esthétique, processus de création. Nous parlons aussi d'engagement, de transmission et de circulation. Souvent aussi, nous abordons les difficultés à faire exister ces projets ambitieux dans les contextes socio-économiques de nos pays. Dans ce podcast, comme dans tous les projets éditoriaux de Diptyque, nous travaillons à la construction de nouveaux récits des Suds, des récits où les voix africaines et arabes dialoguent avec le monde. Dans chaque épisode de cette série, j'ouvre un espace de conversation libre, sans filtre, où la pensée se tisse avec le réel. J'établis toujours une trame de conversation, mais que je laisse volontiers déborder pour faire advenir quelque chose d'inédit. Ce podcast est réalisé avec le soutien de l'université Mohamed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Bienvenue dans le podcast Diptyque. Bienvenue dans cette édition enregistrée à la 154 à Londres, à Somerset House. Aujourd'hui, je reçois Jean-Sylvain Tshilumba, praticien culturel, coordinateur artistique à Lubumbashi avec Atelier Picha. Jean-Sylvain travaille à faire circuler les pratiques artistiques en contexte africain. Il réfléchit aux espaces autonomes, à la formation et aux récits visuels diasporiques. Dans l'entretien d'aujourd'hui, nous aborderons les défis de l'indépendance culturelle et les réseaux de solidarité artistique. Jean-Sylvain, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on démarre peut-être avec une question tout à fait événementielle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes à la 154 cette année ? Alors, on fait partie de la section projets spéciaux ou special projects. Très ravi de participer à cette foire pour la première fois, à l'invitation des organisateurs. Et donc, on est là pour représenter la Biennale de Lubumbashi, mais également l'association donc, qui porte la Biennale Picha. Et voilà, ça va vraiment de pair avec une réflexion qu'on se fait que c'est important pour une association comme la nôtre de pouvoir participer à des événements d'une telle envergure et d'être dans un contexte aussi mercantile, de marché, pour montrer ce qu'on fait, pour montrer les jeunes artistes et plus établis également avec lesquels on travaille. Donc c'est une belle opportunité de visibilité. Alors, on va rembobiner le film. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, revenir sur ton parcours, comment tu es arrivé surtout à te positionner au croisement de la recherche, de la pratique artistique et de la coordination de projets, notamment la Biennale de Lubumbashi? C'est une très bonne question. Alors, on va peut-être parler du coup du côté de la recherche, de formation. Je suis historien de l'art, que j'ai étudié d'abord dans un contexte lié aux sciences humaines, aux sciences sociales, et puis plus récemment, j'ai fait partie d'un master de recherche en Afrique du Sud qui s'appelait Arts of Africa and the Global South, un master de recherche avec pas mal de curateurs, des artistes aussi qui voulaient amener une dimension un petit peu plus théorique à leur pratique. Et là, ça m'a vraiment ouvert vraiment l'esprit. Ça a été une expérience très enrichissante qui m'a vraiment donné envie d'évoluer dans ce milieu. Et donc, du coup, à l'intersection, en effet, de la recherche, de la production artistique et de la formation. Et ça, c'est important pour moi d'évoluer, je vais dire, dans ces interstices-là, et en pensant à de nouvelles formes de création, à l'autonomie des productions qui émanent du continent africain, avec un focus sur le Congo. Ça a toujours été un petit peu mon point de départ, notamment à Kinshasa et puis plus récemment à Lubumbashi. Et j'ai trouvé très intéressant de travailler avec des centres d'art, des espaces de création
où justement la recherche allie la production et allie voilà, également pas mal d'autres dimensions et un aspect assez dynamique et interdisciplinaire. Alors justement, on va revenir, on va essayer de comprendre. On parle souvent on a couvert plusieurs éditions de la Biennale de Lubumbashi dans les éditions de Diptyque, qui existent depuis 2009. On essaie de couvrir un peu toutes les biennales. Et c'est vrai que, bon, moi, je n'y suis jamais allée personnellement et je compte bien le faire la prochaine fois pour les raisons que j'ai évoquées avant l'entretien. J'aimerais bien que tu nous introduises un petit peu à ce que sont les ateliers Picha, l'atelier Picha dans le tissu artistique de Lubumbashi. J'aimerais comprendre quels services, quelles ressources il offre aux artistes locaux. Comment ça a été conçu? Alors, les ateliers Picha sont nés finalement du fait qu'on a commencé, je dirais, l'association Picha a commencé avec l'événement qui était la Biennale de Lubumbashi, avec une première édition, ça s'appelait les Rencontres Picha. C'était en 2008. Exactement. Ouais. Et ensuite, ça a évolué au fil des années où on a travaillé avec des curateurs qui étaient commissionnés justement pour gérer les éditions de la Biennale. Et puis on s'est dit que finalement, c'était aussi intéressant d'avoir une forme de durabilité dans les activités qu'on faisait et sortir un peu du schéma événementiel et donc avoir une plateforme d'échange, de co-création, d'accompagnement de jeunes artistes. Et ça a été aussi une idée, je dois le nommer ici, de Thomas Lutumbwe, qui est professeur à la Cambre, un institut, donc une école d'architecture à Bruxelles, mais c'est également un artiste et un commissaire d'exposition. Et lui a été commissaire de l'édition 2015 et 2017. Et c'est à partir de 2015 qu'il a initié les ateliers Picha en disant, bah voilà, entre 2 années de la Biennale, c'est important qu'on ait un programme continu qui puisse supporter des jeunes artistes de Lubumbashi et du Congo de façon plus générale, et ensuite amener ces artistes à réfléchir à leur démarche artistique, à leur production, pour qu'ils puissent présenter dans le contexte de la Biennale suivante. Donc c'est comme ça que ça a commencé. On s'est dit que finalement c'était important aussi en tant qu'association dans ce contexte-là d'exister en dehors des 2 événements et d'essayer d'assurer une forme de pérennité dans les activités qu'on fait. Et c'est comme ça que très naturellement les ateliers Picha sont nés. Alors précisément, on parle donc de cette biennale et vous êtes ici à Londres, on parle de RDC, moi je viens du Maroc. Donc la question évidemment qui se pose à chaque fois, et là j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, en tant que coordinateur de projet, comment est-ce que vous conciliez les ambitions locales, et ça c'est très important, c'est l'engagement communautaire, le soutien aux artistes émergents, la biennale avec ses publics, la construction d'une audience, et les exigences internationales. On est tous dans ce questionnement. J'aimerais bien voir ton avis là-dessus. Bien sûr. Un questionnement, je pense, pour tous ceux qui évoluent dans des contextes du Sud global, et cette question de comment est-ce qu'on touche à une forme de globalité au niveau de la pratique d'artistique contemporain ou de l'art contemporain. Ça a été, je ne sais pas comment Picha, je vais essayer d'expliquer ou de définir comment Picha fonctionne dans cette frontière-là. Mais donc, je pense aussi que le réseau étendu dans lequel opère Picha, de par la positionnalité des différents membres du collectif Picha, qui sont les membres fondateurs et d'autres membres qui ont joint l'association au fil des années comme amis et puis maintenant qui font vraiment partie à part entière du collectif. Bah, certains se trouvent en Belgique avec des profils assez différents. Il y a le travail aussi d'artistes comme Sami Balogi, comme Jean Katambayi, qui ont déjà un certain ancrage international qui permet aussi de rentrer en dialogue avec ça, mais ça a toujours été, je pense, pour Picha très important. Ben, on le sait, et je pense que tu le sais aussi, mais c'est d'abord une question aussi de visibilité sur des plateformes internationales, le manque de visibilité à l'échelle locale, donc ça commence par cette volonté de pouvoir montrer le travail qu'on fait, de pouvoir être visible auprès d'une communauté artistique beaucoup plus large, et donc là, ça a été clairement une des missions aussi avec cette biennale-là, c'était de mettre Lubumbashi un peu sur la carte des espaces, des écosystèmes où il y a une pratique artistique très intéressante. Je pense que
la Biennale l'a très bien fait au fil des années, mais en gardant toujours en effet un engagement local dans nos pratiques. C'est très important et c'est deux volets sur lesquels avec lesquels on fonctionne constamment. Je pense qu'il n'y a pas, il y en a pas un qui va au-dessus de l'autre. Je pense qu'on est une association avec un ancrage local, mais avec comment je vais dire, une vision dans nos activités, quelque chose d'éminemment international, de par le fait aussi que Lubumbashi, avec tout ce qui s'y passe et ces questions d'extraction, d'extractivisme, font allusion à une économie mondiale, à une économie globale. Et donc, de facto, ce qu'on fait parle beaucoup à l'international, mais on essaie toujours de prendre comme point de départ Lubumbashi. C'est sûr. Parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, avec les effets d'échelle de la communication digitale, vous aurez sans doute plus de facilité à être entendu par un curateur du MoMA à New York qui va savoir le jour où vous avez créé une structure, que vous existez, et la petite famille qui est voisine du lieu du QG n'est pas au courant, ne comprend même pas ce que vous faites. Exactement. Donc en fait, c'est vrai que les défis du terrain sont quand même peut-être certainement les plus intéressants à relever. Certainement. Ouais. Alors, dans ta recherche, tu évoques beaucoup les espaces indépendants en Afrique. Alors, c'est le moment donc de parler de ça. Quels sont, selon toi, les défis majeurs qu'ils affrontent, notamment en termes de financement, d'infrastructures, de visibilité et, bien sûr, de légitimité? C'est beaucoup. En termes je vais commencer peut-être d'infrastructure. Oui. Je pense que ça, c'est un vrai défi. Le fait que dans pas mal de contextes africains, c'est pas partout pareil, mais il y a un manque criant d'accompagnement public, aussi d'éveil et d'éducation finalement à la culture et à l'importance des arts dans nos sociétés. Et donc ça, déjà, infrastructurellement, c'est parfois difficile à naviguer, ce genre d'espace. Donc, au fait, dans le cadre de Pitcha, je pense que ce qu'on fait, c'est un petit peu contribuer à établir une infrastructure. D'abord un espace. On travaille aussi beaucoup avec l'Institut des Beaux-Arts. Donc, dans le contexte de Lubumbashi, il n'y a pas vraiment de haute école pour l'art. Tout est pas mal centré à Kinshasa, qui est la capitale et un peu le poumon artistique de la RDC. Mais donc, le manque d'infrastructure à Lubumbashi est très criant. Et je pense que les espaces d'art ont vraiment un rôle à jouer d'un point de vue de l'éducation, d'un point de vue de la production, de la sensibilisation en l'art et de la circulation aussi des productions artistiques. D'un point de vue, donc ça c'est hyper important. Je pense que le point de vue infrastructurel est très important et se dire finalement que on contribue un peu à construire une infrastructure, un réseau des institutions de la société civile évidemment, mais qui peuvent apporter quelque chose de très fort pour combler finalement un manque institutionnel ou public. Au niveau de la légitimité, pour moi, c'est très important. Dans mes études, ça m'a beaucoup, ce mot-là m'a beaucoup parlé parce que j'entendais beaucoup quand je me suis intéressé à titre personnel aux pratiques modernes et contemporaines d'artistes congolais et de la diaspora. C'était toujours souvent le même son de cloche, où j'avais toujours un peu la vision d'une collection bien précise, d'une exposition. Je pense notamment à l'époque à une exposition qui s'appelait Beauté Congo à la Fondation Cartier. On l'a tous vu, qui était une belle exposition dans son côté très, comment je vais dire, dans la célébration finalement d'un art vivant, un art fort, et aussi historiquement il y avait quelque chose de très intéressant, mais je manquais aussi quelque chose. J'avais l'impression que c'était pas tout. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'ai l'impression que les récits qu'on nous donne sur la scène internationale, elle appartient à certaines institutions, à certains collecteurs, à certains galeristes. Je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue à Kinshasa. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis j'ai voulu vraiment aller voir qui étaient les acteurs localement qui étaient dynamiques, qui faisaient bouger cette scène artistique. Et c'est là que je me suis rendu compte que les centres d'art ont évidemment étant des lieux de production et d'accompagnement d'artistes, mais aussi de création de discours, de nouveaux récits et de légitimisation, du coup, éminemment personnel de ce que ces centres d'art produisent. Donc pour moi, ça, c'est très important et ça va aussi
changer finalement l'épicentre du discours artistique sur l'art contemporain africain, comme on le labellise parfois, vers justement les centres qui le produisent et qui en sont les premiers auteurs. Ouais, c'est important comment dire, de revenir à la source et de sortir un peu des stéréotypes. Alors justement, si on rentre un petit peu dans le détail de ces productions artistiques et notamment de la photographie à laquelle je sais que tu t'intéresses beaucoup. Donc, cette photographie africaine contemporaine, comment tu vois le rapport entre les images produites localement et les attentes du marché global? Parce qu'en fait, on sait que le marché global, il a tendance à penser que l'art issu de la grande RDC, c'est Beauté Congo. D'ailleurs, c'est devenu pratiquement maintenant un label. Est-ce que c'est de l'art Beauté Congo? Ouais. Alors, justement. Alors, c'est une bonne question. Je pense que en termes de forme artistique au niveau de la photographie ou d'une photographie de la RDC, je pense que c'est déjà très difficile d'essayer de définir quelque chose d'aussi large, mais je vais peut-être parler depuis le point de vue de Picha et des photographes avec lesquels on travaille et de l'approche qu'on en a. Je pense qu'en effet, au niveau du marché global, on a souvent une perception assez colorée, assez glam, assez portraitiste de ce que va être la photographie contemporaine africaine, mais depuis en tout cas Lubumbashi, et je pense aussi que je dois ici insister sur la dimension documentaire, peut-être, sur l'approche aussi de recherche dans la photographie locale, où on va avoir, je pense, une photographie qui est nourrie de recherche, de réflexion et qui veut mettre en lumière certaines réalités. Très proche de la sociologie. Voilà, exactement. Ouais, on a beaucoup ça au Maroc. Exactement. Très proche, je dirais, en effet, de disciplines telles que la sociologie, les sciences humaines et d'autres. Et on va être aussi dans la documentation d'une réalité à l'échelle du Katanga, mais pas seulement, je pense qu'aussi au niveau de la forme, il y a beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup en photo contemporaine. En photo contemporaine, on ne va pas être sur la photo, mais sur le médium. Sur le médium en soi, où on va avoir des retouches, plusieurs couches appliquées sur une photo, avec la peinture, avec d'autres perspectives, avec des montages intéressants. Donc il y a vraiment une volonté aussi d'aller au bout et de pousser le médium de la photographie en ce qu'il est. Et ça, je pense que c'est très, très important aussi au niveau de ce qu'on défend comme photographie contemporaine. Évidemment, comme je dis, l'approche documentaire, mais pousser le médium dans ce qu'il peut être, dans notre perception de la réalité, dans le dialogue avec des archives photographiques aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, en tout cas, je dirais, chez des photographes contemporains, cette volonté de travailler avec les archives, ou des moins de les comparer, créer aussi des dialogues entre texte et photo. Donc, je dirais que c'est une photographie très dynamique qui se veut documentaire, mais aussi à la fois expérimentale. Alors, quel lien vous avez et vous entretenez au sein de l'écosystème d'art contemporain congolais? C'est un immense pays qui est grand comme un continent. Quel lien vous entretenez avec le marché local? Est-ce qu'il y a une sorte de marché local avec des galeries, des collectionneurs? Et est-ce que vous êtes prescripteur? Est-ce que vous êtes une plateforme qui alimente ce marché? Comment ça se passe? Justement, non. Et je pense que notre participation à 154, c'est une volonté d'être un acteur, finalement, d'être peut-être une forme d'intermédiaire, de whisperer, comme on dit en anglais, à des collectionneurs, à des fondations, à des gens qui ont des ressources financières pour soutenir aussi nos activités. À l'échelle du Congo, et je vais commencer peut-être par Lubumbashi, mais je pense que ça manque énormément, et je pense que je n'ai pas peur de le dire, mais on a très peu de soutien du secteur privé. On a quelques collectionneurs, mais on les compte vraiment sur les doigts d'une main ou de deux, je dirais en tout cas à l'échelle du Congo. Donc c'est très difficile finalement de parler au secteur privé, à des collectionneurs et de faire en sorte que les pratiques qu'on fait, je pense qu'elles trouvent facilement
ou du moins relativement facilement écho dans un contexte institutionnel, muséal, de projet, de coopération culturelle, mais c'est très important aussi qu'elle puisse exister aux yeux de collectionneurs dans un contexte beaucoup plus marchand, parce que c'est aussi une façon de soutenir les artistes et dans un contexte où on a justement très peu de moyens pour les artistes et pour le fonctionnement d'une association telle que Pitcha, c'est très important de pouvoir parler aussi à ce public. Mais vous, est-ce qu'un lien quelconque avec du commercial participe au financement de votre structure? Je pense qu'on est en train d'aller vers là. Réfléchir à ce modèle. Exactement. Et c'est plus que temps, je pense, de réfléchir à ce modèle-là, de voir comment est-ce qu'on arrive à générer nos propres sources de revenus par la vente des œuvres ou des artistes avec lesquels on travaille. On n'a pas nécessairement fonction à être galerie à part entière, mais on peut certainement trouver une forme relativement hybride entre le travail qu'on fait ou le travail d'un galeriste. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est des questionnements qui sont très prenants pour sortir finalement d'un modèle de support et de financement public, que ça soit à l'échelle internationale ou à l'échelle locale. Mais c'est très important et je pense que Pitcha, en tout cas, je suis convaincu que Pitcha, tout comme d'autres centres d'art indépendants, ont vocation à faire ça et à créer des ponts entre le secteur privé et leurs activités. Alors, est-ce qu'on peut essayer de parler un petit peu de la prochaine édition donc, de la Biennale de Lubumbashi? Oui. Et d'avoir, voilà, comme ça, moi, ça me fera aussi des éléments pour le prochain sujet que nous ferons sur Lubumbashi. Et peut-être avoir un aperçu de ce qu'il faut qu'on garde en tête, mémoire, qu'est-ce qu'il faut regarder là en ce moment? De quel côté il faut regarder? Alors, il faut regarder du côté de la pensée du philosophe Valentin Yves Mudimbe, qui est un grand philosophe et penseur africain, panafricain, qui s'est exilé aux États-Unis à l'époque de Mobutu, mais qui a fait un livre qui s'appelle L'invention de l'Afrique, qui est un ouvrage vraiment référence. Et il nous invite justement un peu à décloisonner les savoirs, sortir des canons de la bibliothèque qu'il appelle la bibliothèque coloniale, qui est une bibliothèque qui a été héritée aussi sur le continent africain ou dans le contexte congolais et qui a façonné une perception du monde finalement qui est très cloisonnée. Il nous invite à repenser les imaginaires. Et donc, ici, ce qu'il a fait, il a restitué sa bibliothèque personnelle auprès de la bibliothèque de l'université de Lubumbashi, un très beau geste retour. Et on a envie un petit peu d'articuler la prochaine édition de la Biennale d'un point de vue curatorial autour de sa pensée. Donc ça, c'est pour donner un petit aperçu de ce que sera la réflexion curatoriale, mais on sera aussi dans la continuité. Je pense que la dernière Biennale, ce qu'elle nous a appris aussi, c'était que il faut que la Biennale puisse aussi servir à stabiliser, à ancrer nos activités. Et donc, on a eu un modèle où on a fait des biennales avec énormément d'artistes, avec des budgets relativement conséquents. Mais là, on est parti sur les ateliers Pitcha dont je parlais un petit peu au début, qui nourrissent eux-mêmes la Biennale de Lubumbashi. Donc, les ateliers Pitcha vont... Il y a des projets en cours de co-création avec des partenaires divers, notamment sur l'animation, sur un autre projet performatif autour d'un panel, une belle pièce de Mwenze, un artiste peintre moderne congolais. Donc il y a pas mal de projets qui sont en train de se développer et qui vont être montrés, restitués dans le cadre de la Biennale en octobre prochain. Donc il y a une volonté aussi de couper un peu avec la temporalité de la Biennale. Évidemment, c'est très important pour nous d'avoir un moment fort de rencontre, d'émulation en octobre, mais ça sera rythmé par différentes expositions. Il y a pas mal de choses. Il y a une belle exposition aussi qui se prépare à Paris en novembre, à l'initiative de la galerie Iman Farez, et qui sera finalement une vitrine de ce que d'une vitrine de ce qu'on fait et de la scène louchoise. Et donc ça va déjà aussi amener certaines perspectives. Donc en fait, la Biennale existe vraiment encore ici, c'est un exemple à l'international comme dans le contexte local. Mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est à une belle édition, je pense, avec un nouvel élan au niveau local. Je pense que Pitcha a pris vraiment beaucoup
d'autonomie et de rayonnement. Et on sent que c'est un centre qui rassemble énormément de jeunes. Et je pense que ça va être une très, très belle édition. Magnifique. Tout à l'heure, tu as évoqué des aspects liés à la manière de penser l'histoire de l'art et notamment en contexte postcolonial ou décolonial. Oui. Comme tu es historien d'art, j'aimerais bien, et peut-être que nous aurons le plaisir de t'interviewer sur ce sujet, j'aimerais bien avoir ta vision sur la possibilité d'une histoire de l'art globale. Est-ce que c'est des sujets auxquels tu t'adresses? Est-ce que ce sont des sujets que tu traites dans le cadre des ateliers? Est-ce qu'il y a des publications qui sont faites au niveau des penseurs donc, de RDC sur cette pratique de l'histoire de l'art globale? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a énormément, c'est un champ dans lequel on doit encore énormément travailler. Oui. Et essayer de travailler une histoire de l'art, en effet, globale. Je crois que pour le moment, on travaille une histoire de l'art un peu inclusive. Donc, on essaye finalement de donner voix à pas mal d'artistes, de mouvements, de pans de l'histoire de l'art qu'on n'aurait pas connus. Je pense que la mission de travailler à l'histoire de l'art global est très ambitieuse. Oui. Je pense que les canons sont encore très installés dans ce qu'est l'histoire de l'art, mais je pense que l'étudier, la penser depuis des points de vue situés est très important. Et puis peut-être la penser collectivement aussi. Je pense que ce que j'ai beaucoup aussi appris dans le cadre de mes recherches en Afrique du Sud et de mon master, c'est il n'y a pas qu'une histoire de l'art, il y en a énormément, et je pense que c'est important de la penser et de faire ce travail, en effet, de manière collective, c'est-à-dire avec les écoles d'histoire de l'art, les artistes, les anciens aussi, parce qu'il sera surtout dans des contextes je pense que dans des contextes africains, on a remis beaucoup à l'honneur des modernistes et des artistes qui étaient peut-être moins connus. Mais je pense que c'est aussi important de repartir peut-être plus loin, de repenser le cadre temporel à laquelle on pense à une histoire de l'art globale. Donc c'est beaucoup de questions, mais je pense en effet que c'est très important de le penser et de réfléchir par où on commence et de repenser justement la méthode ou la méthodologie sur la façon de décrire l'art ou de penser l'art. Ouais. Bon, alors là, on a cap sur, on va dire, cap sur octobre 2026. Oui. Avec donc la combienième édition, pardon? Ça sera la 9e édition de la Biennale. Ouais. Peut-être une dernière question sur, bon, on sait tous comment fonctionnent les biennales avec un centre, avec une expo curatoriale importante qui délivre une pensée sur notre époque et qui s'adresse à un public en général quand même local. Mm-hmm. Évidemment, ça intéresse beaucoup le public international. Mm-hmm. Et une sorte de chorégraphie des off qui permet de faire exister les lieux de la ville et notamment une pensée quand même profonde sur l'urbanisme, sur les lieux, sur les structures existantes, les résidences, la formation. Comment ça s'articule à Lubumbashi et notamment la partie résidence, le jeune public mais qui étudie l'art dans des écoles et peut-être la petite effervescence de marché puisque le marché s'anime toujours pendant les biennales. Les biennales, c'est vrai aussi. Alors à Lubumbashi, est-ce qu'on a cet ensemble-là ? On a relativement cet ensemble-là. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre un on et un off. Donc, on essaie vraiment de travailler avec comme tu les as appelés, ces petites structures ou ces collectifs qui travaillent aussi de leur côté, mais les faire prendre à part entière de la programmation de la Biennale. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de casser au niveau de Lubumbashi. Des résidences, oui, on essaie de travailler en amont avec des artistes qu'on va inviter dans le cadre des ateliers Picha, qui est finalement ce laboratoire qui nourrit la Biennale. Et là, ça va se passer en amont. Donc, il y a des gens qu'on va inviter certainement d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, qui vont travailler avec la cohorte actuelle des artistes qui font partie des participants des ateliers Picha, pour développer un projet, eux-mêmes en tant qu'artistes, mais aussi accompagner les artistes qui sont là. Donc, je dirais que c'est un état perpétuel de résidence ou d'échange qui existe en amont, qui va donc nourrir la Biennale.
Et alors, on est très content à ce moment-là, évidemment, d'inviter des acteurs internationaux, que ce soit toi, Myriam, ou que ce soit d'autres acteurs institutionnels qui viennent et qui peuvent ensuite relayer finalement à travers leur travail, à travers leur voix, ce qu'on fait. Et ça, c'est assez important. Et je pense de nouveau, il y a cette question-là parce qu'on évoque tout ça et ça me fait penser à ça, mais on produit beaucoup pendant une biennale aussi. Bien On sûr. investit, on produit avec des jeunes artistes. Que deviennent toutes ces œuvres? Souvent, elles sont considérées comme des supports de diffusion ou pas des œuvres à part entière. On les stocke. Et donc, il y a vraiment une question qui se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de toute cette production à un moment qui a existé pendant une biennale? Et je pense que là, il y a vraiment moitié à penser. Parfois, ce qui est une chose géniale, c'est que les œuvres vont circuler par la suite dans des expositions. Et donc là, il y a vraiment moyen, je pense, pour moi, remettre aussi l'accent sur les individualités, sur les artistes qui participent, les participants des ateliers. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à faire. Peut-être que c'est peut-être vers là aussi qu'on se situe. Je pense qu'au niveau de l'équipe actuelle, pour le moment, a réussi, donc je parle vraiment de l'équipe de gestion locale, la communication, à attirer de belles individualités autour de Pitcha. Et je pense que le focus doit être là-dessus. Je pense que le travail de l'association, maintenant qui existe depuis 2008, a fait ses preuves d'une certaine manière. La Biennale existe. Elle a fait en sorte de mettre aussi Lubumbashi, je dirais pas au même rang, mais comme des villes comme Kinshasa ou des espaces qui sont beaucoup plus reconnus internationalement. Maintenant, je pense que c'est aussi important qu'on agisse et qu'on appuie notre travail d'accompagnateur de jeunes artistes. Et je pense que c'est peut-être la voie vers laquelle on doit aller. Merci beaucoup Jean-Sylvain pour cet entretien passionnant. Donc on poursuivra cet entretien en mettant plusieurs liens sur cet épisode. Avec plaisir. Vers les articles parus sur la Biennale. Et voilà, et on suivra bien sûr, on sera présent à la Biennale en octobre 2026. Je crois que la Biennale de Dakar va commencer à exister maintenant toujours plus tôt en automne. C'est une information off que j'ai eue il y a quelques semaines. Oui. Donc voilà, ce sera la saison des Biennales africaines. Exactement. Et à très bientôt. Merci pour cet entretien. Merci à vous.